apprendre un langage de programmation, progresser, devenir expert, continuer comme ça toute sa carrière, pourquoi pas? Ça tient complètement, beaucoup le font. Et une façon efficace non seulement de progresser, mais bon aussi d'avoir une certaine stabilité, pour pas dire un certain confort. Et d'autres au contraire ont réussi à être identifiés comme des experts dans leur domaine, comme Douglas Crockford avec JavaScript, et se dire finalement non, ça peut pas être ça, on peut pas en rester là, ça peut pas être un statu quo à subir encore quelques décennies. Ce qui pousse en ce moment Crockford à évangéliser non plus JavaScript, mais Misty, donc un nouveau langage, ce qui considère que JavaScript ainsi que tous les autres langages qui ont été créés pour certains 10-20 ans avant, qu'il s'agisse de C, C++, et des dizaines d'autres en fait. Dans beaucoup de ces conférences, il insiste sur le fait qu'il y a des centaines de langages de programmation et qu'en fait il faut vraiment beaucoup de chance pour que le langage de programmation que vous créez réussisse à devenir populaire, et même encore plus populaire et adopté, parce que vous pouvez avoir des langages très populaires, c'est le cas de Rust en ce moment, on voit qu'il est plus populaire qu'adopté en entreprise, même si ça commence à prendre. Et ce qui est très sain dans l'approche de Crockford, c'est qu'il se dit, j'ai essayé, j'ai fait des erreurs, c'est là où j'en suis maintenant, mais ce que je fais maintenant c'est mieux que ce que je faisais il y a un an. Donc c'est une attitude très ouverte, très optimiste aussi, parce qu'on peut pas dire que notre époque nous porte forcément à l'optimisme. Dans une interview que j'ai vue récemment, pas plus tard que ce matin, une interview qu'il a due il y a 5 jours, il explique qu'il est né dans les années 50, à une époque, ensuite, quand il a grandi, où on voyait le futur comme quelque chose de mieux. Pour nous, le futur, c'est plutôt apocalyptique, si on n'est pas très optimiste, on voit plutôt la chose comme se retrouver coincé entre le marteau du changement climatique et l'enclume de l'IA qui peut-être va tous nous détruire. On doit faire mieux, on ne doit pas se contenter du statu quo. Alors qu'est-ce qu'il reproche au langage tel que JavaScript et à ses prédécesseurs, il y a quelques décennies, que ce soit C, C++ et des dizaines d'autres, ce sont des langages où la communication a été pensée après coup, et pas un concept de base dès la gestation, si on peut dire, du langage. Alors là-dessus, il se fait beaucoup attaquer, et ils sont notamment attaqués par les développeurs Erlang, notamment dans une des premières conférences qui date d'il y a 6 mois, la deuxième plus récente date d'il y a 5 mois, on leur dit c'est bien, là il est en train de décrire Erlang sans jamais prononcer le mot Erlang en fait. En gros, il veut pas reconnaître que ce qu'il est en train de pousser comme langage existe déjà et fait déjà les choses comme il faut, c'est-à-dire d'avoir été pensé nativement pour créer des applications distribuées. On voit effectivement que ça c'est une critique qui est faite à Crockford en ce moment, c'est que il veut pas s'appuyer sur l'existant qui est déjà parti dans cette direction comme Erlang et puis Elixir pour partir dans sa propre direction. Alors lui, ce sur quoi il insiste maintenant, nous on connaît la programmation orientée objet où vraiment ce qu'on appelle les first class citizens, donc les éléments centraux du langage, c'est les classes et ensuite les objets qu'on instancie à partir de ces classes. On connaît également la programmation fonctionnelle, du fait que là, c'est au contraire les fonctions qui sont vraiment au cœur du langage. C'est pour ça qu'on dit souvent que JavaScript est un langage à la fois orienté objet et fonctionnel, parce qu'avec JavaScript, on peut passer des fonctions en paramètres à d'autres fonctions, on peut avoir une fonction qui retourne une fonction. Donc c'est des choses propres à la programmation fonctionnelle. On voit aussi que depuis quelques années dans le monde de JavaScript, l'immutabilité est poussée, et ça vient de la programmation fonctionnelle. D'ailleurs, à ce sujet, Crockford dit clairement que pour lui, c'est une approche très saine de pousser à l'utilisation de l'immutabilité, mais que ça atteint ses limites dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que quand on veut créer des applications pensées dès le début pour être distribuées, eh bien, vous pouvez pas faire autrement que de muter votre état, puisque ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plusieurs nœuds, qu'il y ait plusieurs acteurs, voilà, lâchons le mot. Il veut créer une programmation basée sur les acteurs, pour faire en sorte que vous ayez un acteur qui ne puisse être capable de communiquer qu'avec un autre acteur directement, à la condition que vous ayez votre acteur A, qui est l'adresse de l'acteur B, à ce moment-là, il peut communiquer avec B. Mais permettre aussi forcément à un acteur de créer d'autres acteurs, donc puisqu'il les a créés, il connaîtra leurs adresses, donc il pourra communiquer avec eux, et aussi d'avoir la possibilité de traverser plusieurs acteurs. En gros, si vous avez un acteur A qui connaît l'adresse d'un acteur B, un acteur B qui connaît l'adresse d'un acteur C, du coup que B puisse donner à A l'adresse de C, si bien que A peut communiquer avec C. Alors les acteurs, c'est pas un concept nouveau. Crockford évoque ce concept d'acteur qu'il a rencontré pour la première fois en 1972 au MIT. Et ce qui s'est passé en gros, c'est que Alan Kay, qui avait créé Smalltalk, qui était le premier langage orienté objet, il n'avait pas encore le jargon qu'on a aujourd'hui, où on dira je crée une instance, et puis cette instance, ensuite sur cette instance, on peut invoquer une méthode. Donc il avait parlé de message. Et en fait, il s'est trouvé qu'une personne qui assistait, je ne sais pas si c'était une conférence ou si simplement il avait rencontré de manière plus informelle, c'était Carl Hewitt, qui est un homme très brillant, qui est décédé l'année passée, qui travaillait sur l'IA, et donc qui a fait remarquer au créateur de Smalltalk qu'il lui a dit, il n'y a pas vraiment de message, en fait, vous invoquez une subroutine. Et de là, Carl Hewitt s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on pouvait vraiment envoyer des messages ? Et dans le monde d'Erlang, il y a déjà ce concept de message. Donc là,
nous les frictions qu'il y a déjà entre ce que veut faire Crockford et le fait que bon, il part pas d'un langage comme Erlang qui a déjà implémenté le concept d'acteur. La logique sur laquelle est Crockford, c'est il a pris JavaScript. Il a pris des parties qu'il préfère de JavaScript. Lui, ce qu'il aime, ce qu'il considère comme étant les bonnes parties de JavaScript, c'est le fait qu'il soit dynamique, qu'il comporte des lexical closures, et surtout, il est optimisé pour tout ce qui est event handling. Et ça, c'est quelque chose qu'il reprendra dans le successeur de JavaScript qui se trouve être Neo. Alors, rien à voir avec le film des années 2000, mais quoique peut-être, parce qu'en fait, comme il a travaillé chez Lucasfilm, c'est pas impossible qu'il ait appelé sa version dépouillée des mauvaises choses, donc JavaScript, il est appelé Neo. Et donc pour lui, tout le reste, on va pas dire que c'est de la merde, mais pas loin. Et plus spécifiquement, les nouvelles parties, tout ce qui a été ajouté après coup à JavaScript. Alors il est quand même dur, hein, avec JavaScript, en fait, il fait pas trop dans le politiquement correct, ni dans la diplomatie. Hein. Puis à chaque fois qu'il peut fâcher, notamment les développeurs C++, il faut toujours qu'il balance une remarque désobligeante. C'est étonnant. Alors ce qu'il est en train de créer, en tout cas ce qu'il est en train de lancer, Douglas Crockford, parce que j'étais surpris quand même dans ces conférences qu'il n'y ait jamais au moins un Hello World. On n'a que des slides et on voit jamais un Hello World. Donc il est en train de partir de Neo, donc son JavaScript dépouillé des ce qu'il considère être les mauvaises parties de JavaScript. Et en phase intermédiaire, il voudrait que des actors puissent être créés à partir de fonctions. Ça, c'est la phase intermédiaire. Ensuite, il voudrait créer ce langage de programmation, ce nouveau langage, donc Misty. Pour moi, c'est pas clair si Misty, c'est juste un langage de transition, et si ça doit aboutir, ou bien s'il doit être un langage de transition qui ensuite deviendra un langage final. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais la logique étant que il faudrait pouvoir générer des acteurs à partir de fonctions, puis ensuite que vraiment les acteurs soient partout, que tout tourne autour du concept d'acteur. Donc qu'est-ce que permettra de faire ce nouveau langage ? Créer des connexions, servir des connexions et passer des messages. Et le projet qu'il a, un projet open source, c'est justement de développer ce langage Misty, de développer l'acteur protocole, et en attendant que les vieux langages, et puis il peut pas s'empêcher de mettre un coup de pied dans les parties des développeurs C++, en attendant que les vieux langages comme C++ supportent les acteurs, de créer des bindings qui leur permettront de supporter les acteurs. L'autre chose que va imposer ce langage, c'est d'aller au-delà de ce que peut faire JSON. Donc Crockford était connu, notamment, il est connu pour avoir créé JSLint, il est connu pour avoir créé JSON, donc qui a remplacé XML, donc qui est moins lourd et qui permet d'avoir un ensemble de clés value. Alors ce qui reproche à JSON pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut maintenant aller au-delà de JSON également, c'est de créer une évolution de JSON qui peut supporter les blobs et les adresses des actors, parce que, comme évoqué en début de vidéo, deux acteurs pourront communiquer l'un avec l'autre uniquement s'ils connaissent l'adresse de la personne avec qui ils veulent communiquer. Alors les deux choses également qui imposent un système basé sur les acteurs, c'est que tout soit sérialisable. Bon, c'est pas trop étonnant, hein. Ça fait des décennies qu'on sérialise des choses pour les envoyer notamment sur le réseau, sérialisé comme saucissonné, on coupe des tranches, puis ensuite on désérialise, c'est-à-dire qu'on réassemble lorsqu'on a atteint la destination. Donc la sérialisation, c'est pas trop surprenant que ce soit un prérequis, mais aussi il faut pas qu'il y ait de mémoire partagée, ce qui veut dire qu'en gros ça exclut tout ce qui est multithreading. Et ça vient du fait qu'il faut pouvoir créer des programmes qui seront distribués et que donc vous ayez une exécution qui puisse se faire sur plusieurs machines. Alors comme c'est fâché avec les partisans d'Erlang et ceux de C++ n'est pas suffisant, il va se fâcher aussi avec les développeurs fonctionnels, puisqu'un acteur, finalement, c'est une entité qui comporte un état qui pourra être muté, donc changé. Et ça, c'est des choses qu'on n'aime pas dans la programmation fonctionnelle. Et ça, c'est simplement parce qu'un acteur peut avoir besoin d'un morceau d'état qui se trouve ailleurs, sur une autre machine. Donc on se retrouve avec un acteur qui a son propre état, sa propre mémoire, mais qui n'est pas partagé. Et la seule façon de modifier l'état, si un acteur doit changer l'état un autre acteur, ça doit se faire via un message. Finalement, ça fait penser, tout ça, c'est des concepts finalement auxquels on est habitué, puisque moi, ça me fait penser à Redux. Spontanément, vous savez, vous pouvez pas changer un état. Sauf que Redux, là, c'est pas distribué, mais vous avez vu, avec Redux, vous dispatchez une action pour pouvoir modifier l'état, et vous ne pouvez pas le modifier autrement. On a un peu cette logique approchante. On voit aussi qu'il y a toutes ces logiques d'event handler. Les event handlers, on est habitué depuis des décennies. Donc, d'un côté, c'est pas quelque chose qui va nous mettre complètement en porte-à-faux et nous fera partir de zéro, mais en même temps, c'est le risque aussi de trop vouloir rapprocher cette programmation basée sur les acteurs à ce qu'on connaît déjà. On peut aussi passer à côté des subtilités propres à ce nouveau paradigme. De la même façon, l'autre chose qui intéresse Crockford, c'est de reprendre aussi une vieille idée, mais une vieille idée efficace qui a marché dans le monde d'Unix, c'est les pipes, c'est Unique Pipes.
savez, quand vous avez une fonction qui vous retourne un résultat qui devient l'argument de la fonction suivante, etc. Lui, il veut faire la même chose, mais au niveau de plusieurs machines, au niveau d'un réseau, où on aurait finalement un flux de données qui passera plutôt qu'un résultat unique, une variable, si on peut dire. Donc là, ce sera quasiment un flux de données. De nouveau, la logique de flux, ça fait quelques années qu'elle est très présente, si c'est pas des décennies. Donc l'Actor Protocol, il y a déjà ces bases qui sont posées, puisque Douglas Rockford était développeur chez PayPal. Lead développeur ou architecte, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il était chez PayPal longtemps. Et chez PayPal, il avait développé Safe. Donc, et ce qu'il voudrait, c'est que dans l'Actor Protocol, Safe remplace HTTPS. On a vu qu'il veut également un JSON-like format qui supportera les blobs et les adresses privées. Alors, le tout s'appelle le Theater of Computation Project. S'il y a une référence, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, dites-le moi. Parce que c'est une référence à un bouquin, un film, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce projet open source, donc qui doit inclure la création de l'Actor Protocol, la création du langage de programmation Misty et les bindings, pour que ce soit compatible avec les langages antérieurs. Alors Misty, pour l'instant, quand vous allez sur le site de Douglas Rockford et que vous allez sur Misty, vous pouvez déjà voir à quoi ça correspond. Alors là, c'est scandaleux qu'il n'ait pas mis une variable qui permette de récupérer l'année de la date en cours, mais c'est pas grave, je plaisante. Vous pouvez déjà voir ce sur quoi il est parti avec le Misty Programming Language. Les critiques, je vous disais, qui sont faites à Crockford, c'est finalement, c'est pas le cas de cette dernière conférence que j'ai vue. Il parlait finalement d'Erlang sans jamais le citer, donc ça va un peu froisser les développeurs Erlang. Et même chose pour ensuite Elixir. D'autres aussi ont dit que finalement ça leur faisait penser au projet Cosm Wasm. Alors c'est forcément du WebAssembly et Multi-Chain Smart Contract. J'ai pas eu l'occasion de creuser, je vous donne les critiques que j'ai vues ou les suggestions faites dans les commentaires de ces différentes vidéos que j'ai eu l'occasion de voir. Donc c'est toujours amusant quand étant un simple développeur full stack qui fait du front et du back, on se retrouve embarqué dans ce qui sera peut-être le prochain gros concept, après avoir été longtemps des développeurs qui pratiquaient la programmation objet, puis la programmation fonctionnelle. Quand on fait du JavaScript, on est au croisement des deux. Et maintenant, on peut pas appeler ça la programmation orientée acteur, mais en tout cas la programmation basée sur les acteurs. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous allez, sachant qu'on peut continuer, entre guillemets, paisiblement à faire ce qu'on fait, puisque JavaScript, aussi bien front que back que full stack, est parti pour durer. Mais en tout cas, il y a ce nouveau paradigme qui a l'air de s'approcher, qui a l'air d'être voué à sortir rapidement des labos, et pas simplement être quelque chose, un nouveau langage utilisé uniquement par des universitaires ou dans une niche spécifique. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.